on donne un avis sur la conduite en tant que neuropsychologue, un avis qui en général est suivi par le médecin étant le seul habilité à décider si oui ou non une personne peut continuer à conduire. Donc nous, on a un avis consultatif. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer pourquoi on doit évaluer, parce que le plus important, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça par plaisir, on ne fait pas ça juste pour embêter les gens. Et puis, comment on évalue. Et vous aurez l'occasion de voir concrètement quelques tâches qu'on peut utiliser pour évaluer la conduite. Vous pouvez même vous tester avec filet, hein, parce que vous risquez rien si vous ratez les quelques exercices qu'on va faire. C'est vraiment, voilà. Si un jour vous vous retrouvez à faire un bilan pour la conduite, bah, vous aurez déjà vu une ou deux tâches, vous pouvez vous préparer avant. C'est toujours ça de gagner. Alors pour aujourd'hui, comme je vous disais, l'idée c'est de vous expliquer pourquoi on évalue. Donc évidemment, si on évalue, c'est parce que derrière, on a une loi. On est en Suisse, donc il y a une loi pour à peu près tout. Et pour le permis, ben, il y en a une depuis pas mal d'années. Et puis les contextes d'évaluation, c'est-à-dire que nous, en neuropsychologie, on évalue les patients à partir du moment où ils ont une atteinte cérébrale ou une suspicion d'atteinte cérébrale, ou alors une suspicion ou un dysfonctionnement cérébral. S'il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'évaluer ces patients. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'évaluation du permis tous les 2 ans après 75 ans, parce que ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on fait. Parce qu'une personne qui n'a pas de maladie, qui n'a pas de problème particulier de santé, on ne va pas l'évaluer, nous, on est remboursé par l'assurance maladie pour évaluer cette personne. Là, c'est vraiment le contrôle tous les 2 ans, mais c'est normalement le médecin traitant qui peut valider la chose. S'il a un doute, c'est qu'il y a probablement une atteinte derrière, et dans ce cas-là, ça va justifier un bilan. Mais donc, ce ne sera plus uniquement le contrôle qui sera évalué en neuropsychologie. Je vais vous parler évidemment de comment on évalue et des différents aspects, et je vais mettre beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle les mécanismes de compensation, notamment l'expérience en conduite, puisque plus on conduit, plus on gagne d'expérience et plus on peut compenser une petite perte sur d'autres aspects. Et puis les habitudes de conduite, aussi ce qu'on appelle les capacités de réserve. On va voir ça tout en détail. Et puis ensuite, très concrètement, en quoi consiste l'examen et comment est-ce que vous pouvez vous tester un samedi matin au canot. Alors pour démarrer, l'aptitude à la conduite automobile, il faut déjà voir de quoi on parle, et la loi définit 3 concepts par rapport à la conduite automobile. Il y a déjà les qualifications. Donc les qualifications, c'est la capacité procédurale à changer de vitesse si on n'a pas une voiture automatique, à tourner un volant, à regarder dans le rétro tout en regardant la route. Enfin, c'est tout ce qui est appris à l'auto-école et qui ensuite est sanctionné par un expert de la circulation du service des autos qui va attribuer ou non le permis. Donc en général, on considère que les gens qui ont les qualifications et qui passent le permis, ils vont les garder toute leur vie, sauf évidemment s'ils perdent, mais ils perdent plutôt quelque chose, on va dire, de sensorimoteur. Si vous perdez une jambe, vos qualifications pour conduire vont être un peu perturbées, mais en adaptant le véhicule, bah, vous pourrez quand même continuer à conduire. On est vraiment sur les aspects de qualification. La capacité, c'est vraiment sur le moment. On peut avoir son aptitude et plus sa capacité, et également l'inverse. La capacité, c'est vous êtes au volant, à ce moment-là, est-ce que vous êtes capable de conduire? Est-ce que vous avez pris des médicaments qui vous shootent complètement? Est-ce que vous avez bu de l'alcool? Est-ce que vous avez passé une tellement mauvaise nuit ou 3 nuits de suite sans dormir qui fait que vous n'avez plus les ressources attentionnelles? Là, on est vraiment sur le moment, et tant que vous n'avez pas un policier qui vous arrête et qui vous contrôle, si tout se passe bien, vous arrivez à destination, vous n'avez pas votre capacité, vous arrivez quand même à destination. Ça ne veut pas dire que vous étiez capable de conduire. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on n'évalue pas dans notre bureau quand on voit des patients, puisqu'ils ne sont pas derrière un volant. Donc, ça paraît... Il n'y a vraiment que la police, la gendarmerie, enfin, voilà, qui seraient habilités à juger de la capacité. Ce qui va nous intéresser, c'est l'aptitude à la conduite. Et ça, cette aptitude, elle est très bien définie dans la loi, on va le voir juste après. Et c'est un médecin qui est responsable de dire si oui ou non la personne a son aptitude. Et quand nous, on intervient, c'est parce que le médecin a un doute et nous dit, est-ce que vous pouvez évaluer ce patient? J'ai un peu un doute sur ses capacités attentionnelles, j'ai un peu un doute sur ses capacités perceptives. Et là, on fait un bilan, on répond au médecin et c'est le médecin qui prend la décision. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous, on n'a pas de valeur à dire oui ou non, même s'il faut le reconnaître qu'en général, enfin moi, ça m'est quasiment jamais arrivé que le médecin qui me pose la question ne suive pas mon avis. Donc effectivement, sur le principe, on donne un avis, mais sous couvert du médecin, qui lui peut aussi se renvoyer chez nous et dire à son patient, c'est pas de ma faute, c'est le neuropsychologue qui a dit. Donc ça fait une espèce de travail d'équipe comme ça qui est assez pratique. On parle souvent des fois des courses d'essai, des courses de contrôle. On dit des fois les patients ils vont conduire avec un ou une ergothérapeute.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un peut ne plus avoir son aptitude, ne plus avoir les ressources nécessaires, ne plus avoir l'attention nécessaire, la concentration nécessaire. Mais si elle va conduire 45 minutes, en plus avec une ergothérapeute qu'elle connaît, sur une route qu'elle connaît, elle pourrait réussir cette course, donc avoir sa capacité pendant un temps donné, mais sans avoir son aptitude. De la même manière que tous les gens qui sont encore aptes à conduire ont leur aptitude, mais si vous abusez un peu trop de la perroquera ensuite, vous aurez plus votre capacité pendant un moment. Donc les deux ne sont pas forcément corrélés, c'est quelque chose d'assez important à se rappeler. Alors l'aptitude, elle est définie dans la loi sur la circulation routière, première édition en 1958, hein, ça ne nous rajeunit pas beaucoup. C'est l'article 14 qui dit que pour conduire un véhicule, il faut avoir l'aptitude et les qualifications. Alors les qualifications, comme je vous disais, c'est assez simple, entre guillemets, enfin, c'est assez simple parce que c'est assez bien ancré dans la loi. Vous demandez un permis d'élève conducteur, vous conduisez le temps qui est nécessaire pour considérer que vous êtes apte à passer le permis, plus qu'à conduire. Hein. On sait que ce n'est pas quand on obtient son permis qu'on a déjà compris tout de la conduite. Et puis ensuite, vous passez chez un expert du service des autos. Pourquoi j'ai mis l'OCN? Pour changer un petit peu du SAN. Je sais qu'on est sur le canton de Vaud, hein, je n'ai pas oublié, mais on est dans la broie, donc on oscille un peu entre les différents cantons. Et puis le centre pour la conduite le plus proche, le centre de service des autos le plus proche, c'est quand même celui de Montdidier, qui, si je ne me trompe pas, est sur le canton de Fribourg. Tout ce qui est aptitude, comme on définit la loi, bon, une chose assez simple, c'est d'avoir atteint l'âge minimal requis. Alors ça va, il suffit de regarder la carte d'identité de la personne, donc il y a peu de doute là-dessus. La personne ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire. Alors c'est assez vague, mais les dépendances, on parlera des addictions en septembre, mais ça ne va pas être jugé par les neuropsychologues. Nous, on ne nous demande pas, est-ce que la personne, elle est très dépendante et qu'elle va consommer avant de prendre le volant? Ça va être plutôt un psychiatre qui va juger du risque, soit de récidive, soit de consommation au volant, enfin, etc. Ce n'est pas là-dessus qu'on va beaucoup intervenir. Et puis les antécédents qui attestent que la personne respecte les règles, c'est vrai que la personne qui a été prise déjà 5 fois à 120 à l'heure dans une zone résidentielle, on peut commencer à se dire peut-être la 6e pourrait être évitée, mais ça, de nouveau, ça va plus se passer en expertise de médecine du trafic dans des cas quand même relativement graves. Et puis, le point B, il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire. Et ça va être dit dans l'article 15 plus loin. Ça, c'est le médecin qui est habilité, qui est délivré du secret professionnel s'il doit annoncer que son patient n'est plus apte. Et là, le médecin va demander aux neuropsychologues, je pense que les gens qui ont l'habitude des conférences reconnaissent peut-être mon logo qui représente les neuropsychologues, le côté neuro, le côté psy. Donc le médecin va demander un avis, on va le donner, et puis il va pouvoir statuer sur la base de cet avis-là. La loi peut-être la plus importante, c'est le doute, en cas de doute sur l'aptitude. C'est l'article 15D. Je ne vous le fais pas en détail, je vous l'ai résumé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit cet article 15D? Que les médecins sont libérés du secret professionnel, donc ils ont le droit de signaler à l'autorité compétente que leur patient n'est plus apte à conduire, alors que normalement, un secret professionnel, ils n'auraient pas le droit. Hein, donc la loi est obligée de lever ce secret-là. Le contrôle tous les 2 ans, bon, ça a été rajouté depuis via SICURA, à partir de 75 ans. Et puis, en cas de doute sur les qualifications, alors dans ce cas-là, ça va être le passage probablement avec un expert pour voir si la personne serait toujours capable de passer son permis. Mais ça ne concerne pas directement les examens neuropsy. Donc, l'avis neuropsychologique, il est consultatif, mais je ne l'ai pas rajouté là-dessus, mais il est aussi autant consultatif qu'indispensable parce qu'on nous demande cet avis extrêmement souvent, un peu moins depuis qu'on est en cabinet. Mais ça arrive quand même parce qu'en ayant beaucoup travaillé sur le sujet, le CHU nous envoie, enfin m'envoie pas mal de patients après une attaque cérébrale pour évaluer la conduite à 3 mois ou à 6 mois, pour voir si la personne peut reprendre la conduite. Ça peut être dans des atteintes plus jeunes, hein, ça peut être dans des atteintes développementales, du TDAH par exemple, la personne qui a des énormes troubles de concentration, est-ce que c'est vraiment très très bien qu'elle soit sur la route où il faut un peu se concentrer quand même? Donc ça peut être vraiment à tous les âges de la vie, comme on va le voir plus loin. La loi est gentille, mais floue, puisque la loi nous précise les exigences minimales qui sont attendues pour conduire en toute sécurité. Et selon les disciplines médicales, pour les ophtalmos, il y a des exigences minimales en termes d'acuité visuelle. Pour le pneumologue, il y a des exigences minimales en termes de risque de somnolence chez les personnes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, chez les psychiatres aussi. Enfin, il y en a pour toutes les disciplines. Nous, on s'inscrit plutôt dans les exigences pour les troubles des fonctions cérébrales d'origine organique, mais aussi un peu dans celles des troubles des fonctions cérébrales d'origine psychique.
Les deux exigences qui sont proposées sont à peu près pareilles. Donc là aussi, j'ai résumé ce qui est exigé. La loi dit qu'il ne faut pas de troubles organiques qui ont des effets sur la conduite. Et ensuite, ben, débrouillez-vous en tant que neuropsychologue pour bien évaluer quels sont les troubles qui ont des effets, quels sont les troubles qui n'en ont pas. Ça, c'est un peu notre métier, et c'est même un travail qu'on a fait ces dernières années avec des collègues, et on est en voie de publier un article avec des collègues, notamment une collègue de Lausanne, pour justement faire des propositions concrètes à nos collègues neuropsychologues, parce que c'est bien joli de dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de troubles qui ont des effets sur la conduite, mais c'est quand même relativement vague. Même chose, hein, pas de troubles psychiques qui ont des effets sur la conduite. Bon, la personne qui a une petite dépression, est-ce que c'est vraiment grave, est-ce qu'elle ne peut plus conduire? La personne qui a une schizophrénie sévère, c'est peut-être plus embêtant, mais de nouveau, où est-ce qu'on met le curseur? Et puis, pas de troubles du comportement ayant des effets sur la conduite, ben, c'est un peu pareil, hein. Quel problème de comportement, hein? La personne qui est un peu impulsive, est-ce que c'est vraiment très grave? Si elle est beaucoup impulsive, c'est plus grave. Enfin, voilà, il va falloir se poser ce genre de questions-là. Et puis surtout, la loi nous dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de baisse des capacités de réserve qui ont des effets sur la conduite, mais la loi ne définit pas ce que sont vraiment ces capacités de réserve. Alors nous, on fait une définition assez simple en neuropsychologie, c'est que si vous êtes juste à la raclette sur un test, ben vous n'avez plus de capacité de réserve. Si vous avez encore une bonne marge, ben plus vous êtes au-dessus de cette raclette, de ce seuil minimal, plus on va considérer que vous avez des capacités de réserve en attention si c'est un test attentionnel, en concentration si c'est un test de concentration, en raisonnement si c'est un test de raisonnement, etc. Donc nous, on les formalise un peu de cette manière-là. La personne qui est vraiment à la raclette dans tous les tests, moi, je ne vais pas forcément poser une contre-indication à la conduite, mais je vais dire qu'il n'y a plus vraiment de capacité de réserve et qu'il faudrait peut-être réévaluer dans 3 mois, dans 6 mois, si c'est dans le cadre d'une atteinte dégénérative, si c'est dans le cadre d'un jeune qui a un TDAH, bah, ce serait peut-être de réévaluer en changeant la médication pour voir si ça peut améliorer les ressources attentionnelles et augmenter ses capacités de réserve. J'ai juste une question. Oui. Comment vous évaluez l'enchaînement minimum? Alors, très bonne question. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais je vais le faire quand même, hein, volontiers. J'ai pas mis là parce que je trouvais que ça alourdissait un peu, mais en fait, en neuropsychologie, on fait passer un test, de mémoire, par exemple. On va faire un test de mémoire à quelqu'un, et puis ce test de mémoire, eh ben, on va comparer le résultat de la personne à une population de référence qui a passé ce test, qui est censée ne pas avoir de problème de mémoire. Et on va placer la personne sur la fameuse courbe de Gauss, la courbe en cloche. Et si la personne elle est un peu trop, je dis à gauche parce que c'est le côté du déficit, mais voilà. Si elle est un peu trop à gauche, c'est-à-dire si elle est en dessous de 5% de sa population de référence, on va considérer que ce score il est atypique et qu'il va falloir peut-être creuser un déficit. Et donc c'est ce fameux centile 5, on appelle ça comme ça, c'est 5% qui est notre seuil minimal. Et nous, on a proposé pour nos collègues, dans cet article en cours de rédaction, de plutôt prendre le centile 10, puisqu'on fait beaucoup de mesures pour éviter d'avoir un risque de ce qu'on appelle de faux négatif, de rater un problème pour la conduite. Donc on va mettre ce seuil-là, puis après, si la personne n'est pas à 5%, mais elle est à 20% de sa population de référence, ben, elle a un petit peu de capacité de réserve, etc. Donc ça va être un curseur sur chacune des mesures qu'on va faire. Donc, brièvement, les nouveautés liées à Viasikura. Nouveautés, bon, ben, maintenant on est bientôt à 10 ans. Cet article en tout cas date de 2015. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça fait que formaliser les choses au niveau médical. Yasikura a proposé qu'il y ait 4 niveaux de médecins. Vous avez le médecin dit niveau 1, qui est en général le médecin traitant, qui est apte à évaluer le permis après 75 ans, dans des cas vraiment très très simples, parce qu'on ne va pas demander au médecin traitant de pouvoir gérer tous les cas complexes, ce n'est pas le but du médecin traitant, du médecin de premier recours. Vous avez un niveau 2, ici, où il faut faire un peu plus de cours pour être reconnu comme médecin de niveau 2, et ça permet de faire des contrôles de catégorie un peu plus élevée, que ce soit aussi pour le contrôle après 75 ans, que ce soit pour d'autres situations. Médecin niveau 3, qui est le dernier niveau que les médecins, on va dire, standards peuvent atteindre en faisant quelques cours de plus. Là, on peut commencer à évaluer des patients aussi dans des contextes AI, des choses comme ça, à donner un avis là-dessus. Et puis le dernier niveau, c'est le niveau 4. Là, c'est réservé aux médecins spécialisés en médecine du trafic. D'ailleurs, c'est la Société suisse de médecine légale qui a ça, ce qui est assez intéressant. Donc là, c'est vraiment les médecins qui peuvent faire des expertises du trafic, qui vont dans la voiture avec la personne, et c'est eux qui ont parole d'évangile. S'ils disent non, c'est non. S'ils disent oui, c'est oui. Il n'y a plus personne derrière qui va pouvoir remettre en question la décision.
Et puis, ils ont aussi, Université de Courant, proposé les psychologues spécialistes en psychologie de la circulation ou en psychologie du trafic, qui est une des spécialités de la psychologie. Et eux sont aptes aussi à faire des expertises du trafic, des expertises psychologiques. Typiquement, est-ce que quelqu'un qui a déjà été pris 3 fois au volant avec de la drogue ou avec de l'alcool, quel est le risque de récidive, même si la personne elle dit non, non, mais je sais bien, j'arrêterai, je ne le ferai plus jamais, désolé, désolé. Ben, juger si c'est sincère et si cette personne risque de le refaire et donc il vaudrait mieux lui interdire de conduire. Ça, c'est vraiment les psychologues et les médecins du trafic qui vont le décider, ce qui m'arrange beaucoup parce qu'en neuropsychologie, je n'ai pas les outils pour ça et je pense que ce serait beaucoup trop arbitraire dans ma manière de fonctionner, dans ma discipline. Et nous, ben, nous, on va donner un avis à peu près à tous les niveaux. Ça arrive que des médecins de niveau 4, après une expertise, aient encore un doute sur le fonctionnement cognitif, même si les psychologues du trafic font aussi des tests attentionnels, mais ils en font 2. Donc forcément, 2 tests, il y a un gros risque soit de rater quelque chose, soit de penser qu'il y a un problème alors qu'il n'y en a pas. Donc nous, on est un peu les spécialistes des tests, on en fait beaucoup plus que 2. Donc quand il y a un doute, ça peut être même un médecin de niveau 4. Des fois, c'est un médecin traitant qui nous adresse, des fois, c'est un médecin niveau 2, niveau 3. Finalement, on ne fait pas forcément attention au niveau pour la conduite du médecin qui nous adresse un patient. On le sait juste quand c'est un médecin de niveau 4 parce que le document est un peu différent, puis on a en général une copie de l'expertise, on sait où est-ce que ça a pêché. Donc voilà, ça. Mais nous, on va de nouveau intervenir à peu près à tous les niveaux, toujours sur une demande médicale, et on va donner un avis consultatif. Comme je vous disais, quand on évalue la conduite, on évalue à tous les âges, et il y a ce côté, c'est pour ça que je trouvais important de faire une fois une conférence sur la conduite ici à Abange, il y a toujours cette idée qu'on évalue la conduite que chez les personnes âgées, il n'y a que les personnes âgées qui ne pourraient plus conduire. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que l'avantage chez les personnes âgées, c'est qu'il y a une forte expérience de la conduite. Et donc, si on perd certains réflexes, mais qu'on prend très vite les bonnes décisions sur la route, on peut compenser en partie. De la même manière, la personne qui vient d'avoir son permis, elle a de très bons réflexes, elle va réagir très vite, mais c'est pas sûr qu'elle prenne très vite ou toujours les bonnes décisions. Elle aura peut-être le moyen de corriger sa mauvaise décision beaucoup plus vite que quelqu'un de plus âgé. Donc il y a vraiment ces vases communicants. C'est difficile, sauf peut-être au middle age, où on a et l'expérience et encore les réflexes, de vraiment composer bien les deux, mais sinon, on peut compenser l'un par l'autre. Alors, si on commence par le développement mental, vous voyez que sur cette slide, j'ai surtout laissé à partir de cet âge-là, parce que les personnes plus jeunes ne sont pas encore trop concernées par le fait de passer le permis ou de le maintenir ou d'avoir l'aptitude à la conduite. Et dans le trouble du spectre de l'autisme, dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, même si c'est sans hyperactivité, le trouble du déficit de l'attention, il peut quand même avoir de graves conséquences sur le fonctionnement attentionnel en situation complexe, et la conduite en est une. On ne parle pas de juste prendre la voiture pour faire Jeudival ici, et même, sur ce point-là, on doit quand même traverser une route, donc on peut quand même avoir un problème si on a vraiment des gros soucis attentionnels. Voir dans la déficience intellectuelle, c'est pas parce que quelqu'un a une déficience intellectuelle qu'il ne peut pas conduire. Il n'y a pas besoin d'énormément raisonner au volant, une fois qu'on sait comment on conduit un véhicule, une fois qu'on reconnaît correctement les panneaux routiers. Donc ça peut être des évaluations qu'on va faire chez des personnes qui ont 18, 20 ans, vraiment jeunes adultes. Ça peut même être parfois des demandes de savoir si, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que la personne, elle peut passer le permis, est-ce que ça vaut le coup qu'elle demande un permis d'élève conducteur, parce que c'est vrai que demander le permis d'élève conducteur, payer les frais, aller sur la route, si finalement c'est pas super bien emmanché, autant le savoir assez vite. Après, de nouveau, la personne peut demander un avis et puis quand même essayer. Il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça. Il peut y avoir des interdictions à passer le permis, mais là, c'est clairement pas nous qui allons les donner en neuropsychologie. Ensuite, on a toutes les lésions dites acquises, la personne qui fait un trauma crânien. Alors, j'ai mis ça un peu en middle age, on peut faire un trauma crânien à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans, hein, mais pour dire, c'est un peu les âges, le middle age, où on peut avoir des épilepsies, on peut avoir des traumatismes crâniens, on peut avoir une tumeur cérébrale, on peut avoir une attaque cérébrale, toutes des choses qui vont perturber temporairement ou pas le fonctionnement du cerveau, et reste à savoir ensuite si cette perturbation, elle a un effet sur la conduite, et donc d'évaluer des patients. En général, c'est à 3 mois ou à 6 mois après une attaque cérébrale. Maintenant, les neurologues, en tout cas, c'était le cas à Neuchâtel, c'est beaucoup le cas au CHUV. Si un patient fait un AVC, en général, il y aura une contre-indication temporaire à la conduite, le temps de réévaluer les choses. C'est vrai que depuis Viacicura, depuis ces dernières années où il y a pas mal de recommandations qui ont été mises en place, souvent les neurologues envoient assez facilement
Alors, ça peut être un peu embêtant, hein. Moi, je reçois des fois des patients, ils ont fait un tout petit AVC pontique, c'est-à-dire dans une région qui n'est pas très cognitive, pas très neuropsychologique, on va dire. Mais par prudence, le neurologue assistant à l'hôpital suit les recommandations et contre-indication, 3 mois. Voilà, et puis quand je vois la personne, bah, elle va très bien, elle peut conduire, il n'y a pas de souci, et heureusement, elle est contente. C'est vrai que j'aime mieux quand je vois quelqu'un et que je considère qu'il peut conduire, ça rend la restitution à la fin beaucoup plus agréable. J'ai eu des situations très compliquées à Neuchâtel. D'ailleurs, je ne laissais jamais les gens que je supervisais seuls faire la restitution parce que ça n'aurait pas été très très correct. Donc, je voulais toujours être le méchant qui venait expliquer que non. Puis ensuite, la personne passait chez le neurologue qui disait ah, mais vous voyez, le neuropsychologue a dit non, non, moi je ne peux pas. Voilà. Puis comme ça, je passais pour le méchant. Mais voilà. Au moins j'assumais les choses jusqu'au bout. Et puis, bah, bien sûr, dans les atteintes soit dégénératives, soit simplement dans le vieillissement normal, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une maladie d'Alzheimer pour éventuellement ne plus être capable de conduire à force. Moi, j'ai des patients, des fois, que j'ai vu une gentille personne de 93 ans l'année passée, qui pouvait encore conduire pour moi, donc pas de souci. Après, j'ai vu une personne de 85 ans qui ne pouvait plus conduire, mais qui me disait ah non, mais moi, je sais que je peux conduire. Le jour où je ne pourrai plus, je le saurai et je déposerai le permis. Et c'est ça la question, c'est que à partir de quand on sait qu'on peut vraiment plus conduire et qu'on dépose soi-même le permis. On sait qu'avec l'âge avançant, on perd aussi une capacité à se rendre compte de ses compétences. C'est tout à fait normal. On appelle ça la nosognosie. Donc c'est clair que la personne qui ne se rend pas compte qu'elle perd les capacités, puis qui dit non, ça va toujours bien aller, ben, il faudra peut-être attendre sacrément longtemps pour qu'elle fasse la démarche elle-même de poser le permis. Maintenant, je dis ça comme ça, c'est facile de dire ça maintenant à mon âge. Je ne sais pas si le jour où je suis plus capable de conduire, je serai le premier à me précipiter pour rendre mon permis. Je pense qu'il faudrait valoriser les gens qui rendent leur permis, hein, leur offrir un abonnement général, par exemple. Et on est en Suisse, donc il y a de l'argent, mais il y a de l'argent pour ça. Il y a de l'argent pour suffisamment de choses. Peut-être pas forcément le première classe, mais, voilà, mais c'est vrai que vous offrez un abonnement général à une personne qui dépose spontanément son permis. Ben, je pense que ça va déjà favoriser les gens qui vont déposer leur permis. Alors, ça ne va pas régler tout, hein. Suivant où les personnes habitent, quand je travaillais sur le Châtel, il y a 2, 3 endroits, on a aussi par là, ou même avec un abonnement général, ben, s'il n'y a pas de bus qui passe, on va être au bord de la route avec son abonnement comme ça ne va pas aider beaucoup. Donc, ça ne résout pas tout, mais ce serait une manière extrêmement simple d'améliorer nettement les choses à un prix, j'allais dire, dérisoire. De nouveau, on est en Suisse, hein, je ne vais pas dire qu'on a de l'argent pour tout, mais on a tellement peu d'argent pour tout à partir du moment où on a envie de le solliciter. Voilà, donc une évaluation qui va avoir lieu chez tous les patients adultes, indépendamment de leur âge. Ce qui va compter, c'est de savoir si derrière, il y a une raison d'évaluer leur aptitude à la conduite, et cette raison, ben, ce sera le dysfonctionnement ou l'atteinte cérébrale. Vous avoir convaincu qu'on ne faisait pas ça uniquement par plaisir, mais parce que la loi nous y oblige, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça qu'un sondage qu'on a fait avec des collègues mandatés par le FROU a montré que beaucoup de neuropsychologues évaluent la conduite, et la plupart se sentent très mal à l'aise de l'évaluer parce que justement, il manque des propositions, des recommandations claires. C'est pas facile d'expliquer aux patients qu'on aura un avis négatif. Enfin, voilà. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas deux à vous parler aujourd'hui, parce que dans notre équipe, il y a une des 2 personnes qui est voilà, moins fan de ces évaluations-là. Alors, cerveau et conduite automobile, du coup, comment fonctionne la conduite pour des neuropsychologues, c'est-à-dire comment fonctionne la conduite au niveau du cerveau. Vous avez vu avant avec la loi sur la circulation routière, 1958 hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a une bonne soixantaine d'années de législation qui évolue régulièrement, mais heureusement qui ne change pas non plus chaque année. Et puis, une trentaine d'années de réflexion ou d'existence de la neuropsychologie en Suisse depuis la création de la SNP en 1991. Après la loi sur la circulation routière, il y a eu l'ordonnance sur l'admission à la circulation des véhicules, mais aussi et surtout des personnes, et c'est de là que sont tirées ces exigences minimales. Tout temps après, il y a eu l'ordonnance sur la signalisation routière, parce que c'est bien joli de mettre des panneaux, mais il faut mieux avoir une loi qui dit les panneaux triangulaires, ça veut dire ça, les panneaux ronds, ça veut dire ça, celui-là, il veut dire ça. C'est ce qu'on apprend au permis, hein, quand on passe le permis. Vous allez voir après, vous allez pouvoir vous tester sur votre connaissance des panneaux routiers. L'ordonnance sur les exigences techniques des véhicules, alors ça, bon, ça concerne moins le conducteur, hein, forcément. C'est vraiment sur est-ce que les jantes sont trop grandes, trop petites, etc. Je schématise un peu, il n'y a pas que ça, évidemment, dans l'ordonnance. Viasikura, qui a rajouté pas mal de choses pour ensuite en enlever, pour revenir en arrière, pour voilà. Avec Viasikura, il me semble qu'au départ, on devait avoir l'éthylotest au démarrage. Pour l'instant, je crois que ça a été abandonné pour diverses raisons techniques et probablement pas que techniques.
Donc, en 1991, les neuropsychologues, alors j'étais né, mais je n'étais pas encore neuropsychologue, ont pas directement commencé à se poser des questions sur la conduite, mais depuis, on va dire, 2015-2016, il y a eu un guide pratique en 2019 de notre association, qui n'a jamais été traduit en français, parce qu'on a la chance d'avoir une association, comme pour tout le reste en Suisse, qui est à dominante germanophone. C'est pas grave, on est en train justement de reprendre un peu ce guide, et de le mettre à jour et d'essayer de le publier, cette fois-ci en français. Nul doute qu'il sera traduit en allemand, on l'espère. Et puis ce groupe de travail à la Haute École de travail social de Lausanne et avec l'OFROU, donc l'Office fédéral des routes, on est en train de finaliser un rapport qui a été demandé sur l'évaluation de la conduite, mais alors dans un sens plus large. Nous, on fait le travail en tant que neuropsychologue, mais on travaille avec des médecins du trafic, des ergos, des physios, des écoles de conduite, l'ACS, le TCS, enfin tous les acteurs du fait de conduire. Bien sûr, je n'aimerais pas donner l'impression que c'est en neuropsychologie qu'on a tout maîtrisé là-dessus. Loin de là. Et je disais avant, le risque de récidive, par exemple, bon, ben, moi, si la personne me dit non, non, mais je ne boirai plus jamais au volant, bon, ok, d'accord, de toute façon, on fiche un peu, dans mon bureau, elle n'a pas bu, donc ça ne changera pas grand-chose. Si je suis sur la route avec elle, un peu plus. Les gens qui avaient suivi aussi l'année dernière, c'est un peu notre schéma du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire que tout arrive par l'arrière et est traité devant, c'est un peu schématique, mais ce n'est pas complètement faux. Surtout que Tony a parlé des différentes modalités sensorielles. L'être humain, alors je pense que là j'enfonce des portes ouvertes et je ne vous apprends rien, mais la modalité de choix de l'être humain, c'est la vision. Ça vous va? La vision, la vue. Pas seulement pour la conduite, mais pour la conduite particulièrement. L'audition, ça peut être forcément un peu utile, s'il y a un bruit dans le moteur, un coup de klaxon, voilà. Mais c'est quand même la vision qui va beaucoup jouer. L'olfaction, bon, s'il y a une odeur du moteur, peut-être, une odeur d'huile, voilà. Voilà. Le goût, alors à moins de devoir lécher le volant, mais sinon, voilà. Il y aurait eu un peu le goût, voilà, s'il y avait l'éthylomètre, on doit souffler dedans, mais ça ne touche pas à l'aptitude. Alors, et le tactile, par contre, le oui, le proprioceptif, forcément, si on est dans la voiture, si la voiture vibre, si on va de ressentir les sensations de la voiture. Mais c'est clairement la vision qui va être la plus importante, et la vue, tout ce qui est information visuelle arrive là derrière. C'est traité, sans rentrer dans le détail, par plein de voies. Et puis ici, devant, se passe tout le traitement de ces infos pour répondre à la situation et pour ensuite envoyer une commande, un comportement qui peut être de tourner le volant, qui peut être d'accélérer, qui peut être de freiner, etc., etc. Ça, on va regarder ça en détail après, hein, vous ne cassez pas les yeux dessus, c'est juste l'extrait, c'est le tableau extrait de l'article qu'on est en train de rédiger, où on essaye de lier chaque fonction cognitive, cérébrale, à une activité sur la route pour vraiment expliciter. On va le voir après. Le plus important, c'est la vision des aspects qualitatifs et quantitatifs. Et c'est ça qui va permettre de formaliser, de théoriser un peu, de modéliser l'expérience dans la conduite, les capacités de compensation et une partie des capacités de réserve. Déjà un axe dit quantitatif. Alors cet axe-là, c'est vraiment l'axe maîtrisé par les jeunes conducteurs, parce que les gens sont jeunes. En 20-25 ans, on est dans l'optimum du fonctionnement cognitif. Donc c'est clair qu'il y a de fortes chances, et on espère que les personnes vont se situer assez loin, assez haut sur cet axe quantitatif. Et puis de toute façon, pour tous les conducteurs, il ne va jamais falloir descendre trop bas, parce que ça veut dire qu'après, il y a un ralentissement. Des temps de réaction simples ou complexes, voilà, sans rentrer dans plus de détails. Donc, on va dire que cet axe quantitatif, c'est plutôt l'axe des jeunes conducteurs. Et puis, plus on prend de l'âge, et on commence à prendre de l'âge pour le cerveau à partir de 25 ans. Hein, donc, je pense que vous êtes tous concernés dans cette salle. Moi, je suis bientôt doublement concerné. Et des gens qui sont triplement concernés. Mais c'est clair que c'est cet axe-là qui va être plus, entre guillemets, inquiétant si la personne est un peu plus âgée, parce que c'est normal avec l'âge de perdre des compétences de manière tout à fait normale. Sauf qu'il ne faut pas en perdre trop, puisqu'au bout d'un moment, il n'y aura plus la rapidité attendue, la rapidité nécessaire. Mais un autre axe très important, c'est l'axe qualitatif. Peu importe la rapidité, est-ce que la personne prend les bonnes décisions? Parce que en volant, on prend très souvent des décisions. Souvent, on le prend de manière implicite sans s'en rendre compte. Mais suivant où on se trouve, s'il y a une déviation, si on est dans une ville qu'on ne connaît pas, il va falloir regarder, prendre des décisions, décider, est-ce que c'est là que je tourne? Non, après, non, là, ça regarde de façon unique, non, c'est bon, non, tu peux y aller. Voilà. Enfin, s'il y a quelqu'un à côté, hein, c'est pas qu'on se parle forcément à soi-même. Par contre, ça, c'est l'axe qui est plutôt à l'avantage des personnes, j'allais dire âgées, mais pas seulement âgées, des personnes qui sont expérimentées en conduite, parce que si on a conduit beaucoup dans sa vie, dans des endroits différents, qu'on a vu beaucoup de panneaux en Suisse, puisqu'il y a des gens qui me disent des fois que le panneau, c'est des passages, ils ne l'ont jamais vu.
Bon, je leur présente un triangle à l'envers, hein, c'est vrai, un triangle rouge à l'envers, à bord rouge à l'envers. Ils sont peut-être un peu surpris, puis ils ne font pas forcément tout de suite le lien. Puis après, quand je leur dis, mais voilà, quand vous arrivez à une intersection, ah oui, c'est le passage, hein, attention. Enfin, la plupart se rendent quand même compte qu'ils le connaissaient. Il y en a qui persistent et signent, mais c'est jamais très bon signe. En fait, on va schématiser beaucoup les choses. Vous êtes très jeune, vous maîtrisez cet axe, par contre, vous n'êtes pas très bon en qualitatif. Vous êtes plus âgé, vous maîtrisez bien cet axe, mais c'est celui-là qui pourrait un peu pêcher. Ça vous va comme schématisation? Alors, ça n'empêche pas d'être âgé et d'être toujours bon sur ces deux axes. Ça n'empêche pas d'être jeune et d'avoir déjà une certaine expérience de conduite et de conduire de façon sécuritaire, attention, mais c'est pour donner un peu une tendance majoritaire. Exemple, parce que deux axes, ça fait quatre cadrans, ce qu'on va attendre, en voyant ce panneau-là, la personne, elle freine. J'ai mis un point d'exclamation parce qu'elle freine à temps. Donc la personne, elle prend la bonne décision, puisqu'au panneau stop, il y a de fortes chances qu'on doit freiner, vu qu'on est censé marquer un temps d'arrêt, techniquement. Marquer un temps d'arrêt, ça veut dire vraisemblablement freiner, à moins qu'on ait super bien maîtrisé le frein moteur, et que c'était une légère pente, mais on n'est pas sur la route pour s'amuser à ce genre de choses-là. Donc elle prend la bonne décision et elle freine assez vite, parce que si elle freine et qu'elle est déjà à la moitié de la route, la décision est bonne, mais un peu ralentie. Ce serait le cas ici. C'est-à-dire que la personne, elle prend la bonne décision, elle freine, mais trois petits points. C'est-à-dire qu'elle freine, mais elle marque son temps d'arrêt à peu près au milieu de l'intersection. Ce n'est pas ce qui est attendu. Mais ça va être relativement facile à détecter par nos tests, puisque c'est l'axe quantitatif. Donc, en appuyant sur des boutons, en regardant les temps de réaction, on va voir si la personne, elle est ralentie ou pas. On ne sait pas encore si elle prend la bonne décision, mais sur cet axe-là, on a des outils beaucoup plus pertinents. On se sent beaucoup plus à l'aise d'évaluer cet axe-là. On a ici une partie qui est la plus inquiétante. Hein. C'est la personne qui, à ce panneau-là, prend la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'elle accélère. La seule bonne nouvelle, c'est qu'elle accélère trop lentement. Donc, elle prend la mauvaise décision, mais elle la met en œuvre de façon beaucoup trop lente. Alors, je ne vais pas dire que ça ne donnera pas des choses catastrophiques. Et de nouveau, elle est sur cet axe quantitatif. Elle prend la mauvaise décision, certes, mais elle ne la prend pas assez vite, donc on va le repérer sur le côté quantitatif. La situation plus embêtante, c'est celle-ci. La personne qui prend la mauvaise décision au stop et qui la met en œuvre suffisamment vite. Ça veut dire que quand on va lui tester ses temps de réaction sur cet axe, ça va être bon. Et donc, il va falloir trouver un moyen d'évaluer sa prise de décision en conduite, parce que sinon, on va rater cette personne-là. On va la considérer comme une personne qui serait là, si on n'a pas été évalué la qualité de sa prise de décision. Alors, pour la prise de décision, ça peut être des choses très, très simples. Hein. Présenter à des personnes, après, on fera un exemple avec un autre test. Vous présentez un test sur l'ordinateur, soit c'est une croix comme un plus, hein, vous voyez le plus, soit c'est une croix comme un fois, comme en multiplication, donc une vraie croix. Puis vous dites à la personne, quand c'est le plus, vous appuyez le plus vite possible sur le bouton, quand c'est la croix, vous n'appuyez pas. Eh ben, si la personne ne peut pas s'empêcher d'appuyer plein de fois pour la croix, tout sentir que sa prise de décision, son impulsivité est peut-être un peu... Donc on a des outils quand même pour mesurer ça. Mais après, j'ai eu tellement de patients qui m'ont dit, moi, quand je suis au volant, c'est pas des croix que je vois sur la route. C'est pas grave, on a développé d'autres tests, et vous allez pouvoir tester après, et vous entraîner, où on utilise des panneaux. C'est comme ça, en utilisant des panneaux routiers qui existent dans la loi, c'est difficile que la personne nous dise, oh non, mais ça, sur la route, j'ai aucune chance de le rencontrer. Ça nous permet de voir comment la personne comprend et s'adapte au panneau, et donc une prise de décision. Alors ici, je vous ai schématisé, donc c'est fait à la main sur Excel. Hein, donc, ne m'en voulez pas, ça ne reflète pas complètement la réalité. Mais ce que je voulais montrer par là, c'était comment on prenait en compte, déjà dans le concept de conduite, mais ensuite dans notre évaluation, l'expérience en conduite de la personne. Alors ici, vous avez en orange foncé, on va dire, ici, ou en orange, vous avez le fonctionnement cognitif. De nouveau, c'est schématisé, qu'on soit bien d'accord. Hein, ça ne va pas être pile 60% à 72 ans, qu'on soit d'accord. Mais en gros, quand on a 20 ans, on est à l'optimum de son fonctionnement cognitif, puis ensuite, ça décline, ça décline, ça décline, ça décline de façon tout à fait normale. Vous voyez que ça décline jusqu'à un moment qui est plus haut que l'espérance de vie actuelle. Donc, c'est vraiment pour vous schématiser le fonctionnement cognitif d'une personne de 20 ans à un âge plus avancé. Ça veut dire là que vous avez zéro capacité cognitive à un instant? Oui, c'est un schéma pour schématiser un peu la chose. Mais sur le principe, si on parle de nouveau sur la courbe en cloche, je ne sais plus combien est l'espérance de vie en Suisse, je crois que c'est 84 pour une femme et 81 pour un homme.
Donc, si on prend ce concept-là, normalement, à cet âge-là, la plupart des gens dans la moyenne ne sont plus de ce monde. De nouveau, c'est un schéma pour juste illustrer le fait de prendre en compte l'expérience. Il n'y a pas tous les gens de 20 ans qui sont à 100% de leur capacité non plus. S'ils ont une maladie développementale, ils n'auront pas forcément. C'est vraiment juste pour se représenter les choses d'une manière claire, sans vous sortir 40 graphiques un peu trop compliqués. Mais effectivement, il y a des gens qui, s'ils sont toujours vivants à 90 ans, ont encore la capacité de parler, de mémoriser certaines choses, ils ne sont pas à 0 pied. On va dire qu'ici, c'est 0,3. Ça convient. Oui, alors peut-être pas pour la conduite. Après que, alors oui, il y a des gens passés une centaine d'années qui ont toujours le droit de conduire et à juste titre, mais c'est une personne sur 10 000. Il y en a toujours, hein, le 100% n'existe pas, le 0% n'existe pas. Là, on va dire, on va parler pour le 90% des gens, à peu près. Parce que de chaque côté, on aura un 5%, le fameux 5% dont je parlais avant, une fois en bas, une fois en haut. Et passer 100 ans, toujours conduire, c'est les 5% du haut. C'est même moins de 5%, à mon avis. On a un peu d'études épidémiologiques là-dessus. Vous avez en orange clair ou en jaune doré ici l'expérience de la conduite. Et vous voyez qu'à 90 ans, j'ai gardé 100% d'expérience de la conduite, si on est toujours vivant. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'expérience de la conduite baisse, sauf alors si on a une maladie derrière qui atteint les aspects procéduraux, on ne sait plus comment tourner un volant ou comment régler un rétroviseur. Ça ne touche pas au cognitif. Donc, là, on est sur une courbe inversée, c'est-à-dire qu'à 20 ans, donc vous avez zéro expérience de la conduite, on va dire que la personne passe son permis à 20 ans, on va simplifier les choses. Zéro expérience de la conduite, puis elle augmente quand même assez vite, mais elle atteint au bout d'un moment un plateau. Hein, on ne va pas améliorer son expérience de la conduite constamment. Au bout d'un moment, c'est bon, on a atteint un plateau d'expérience. Et la courbe bleue, ben, c'est quand vous multipliez les deux. C'est-à-dire que vous multipliez le cognitif avec l'expérience pour essayer de représenter en bleu ben, l'expérience cognitive en conduite. Et donc, ben, vous voyez qu'ici, ça part. Donc là, on pourrait représenter les capacités de réserve, c'est-à-dire qu'à 20 ans, ben, on est juste, alors à 100% certes, mais juste au strict minimum, puisqu'on a les bonnes capacités cognitives, mais encore zéro expérience. Puis plus on avance en âge et en conduite, plus on augmente les capacités de réserve, parce que le cognitif décline très lentement et l'expérience augmente assez vite. Donc, on va voir cette courbe-là, ce qui voudrait dire qu'autour de 80 ans ici, eh ben, normalement, tout le monde devrait être encore capable de conduire. C'est pour ça que je vous dis que c'est une courbe qui ne se veut pas trop optimiste ou pessimiste, c'est juste pour vous illustrer un peu la manière de prendre en compte cette expérience, parce que si on se basait que sur le cognitif, on se dirait, bon, bah, à partir de 40-50 ans, de toute façon, il n'y a plus de capacité de réserve, donc plus personne conduit à partir de 50 ans. Bon, il reste encore 3 ans de conduite, puis ensuite 2 ans, 2 ans de conduite. Donc non, ce n'est pas le cas justement. Vous voyez qu'avec ça, sur le principe, ça irait même jusque-là. Ce qui est intéressant, c'est ici on est à 75 ans, ça correspondrait à peu près à cette courbe-là. C'est là où il y a le contrôle tous les 2 ans selon Yasikura. Donc la courbe n'est peut-être pas complètement aberrante par rapport au lifespan des individus. Si on évalue quelqu'un dans le cadre d'une suspicion d'atteinte dégénérative, dans le cadre du vieillissement qui soit normal ou pathologique, quel poids on va mettre sur nos tests et quel poids on va mettre sur ce qu'on appelle l'anamnèse ou l'hétéroanamnèse, la vie des proches, comment la personne qu'on disait avant. Eh bien, ce dosage entre l'importance du test et l'importance de la vie des proches et des habitudes de conduite va justement répondre de pour quelle raison on voit la personne. Si on voit une personne, on va dire à 70 ans, parce que son médecin peut-être, je me demande, la famille me dit qu'il y a des problèmes de mémoire, on aimerait bien un bilan. Ben, ça arrive qu'on nous adresse des patients comme ça, et en fait, il n'y a rien. Oui, il y a des petits problèmes de mémoire, mais c'est plutôt attentionnel. Ce que je présentais en février, ici, en février 2023, sur J'ai la mémoire qui flanche, c'est grave, docteur. C'est pas forcément toujours grave si on a la mémoire qui flanche, ça dépend comment elle flanche. C'est la même chose, hein. Des fois on nous adresse des patients, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'ils viennent chez nous, ils sortent avec un diagnostic dramatique, hein. Des fois c'est un examen normal, et heureusement. Donc ici, si on voit cette personne, ben, on va faire quelques tests. Mais à ce moment-là, les tests ne vont pas avoir énormément d'importance. On va s'assurer quand même que la personne n'a pas des temps de réaction de 10 secondes, parce que ça va être un peu compliqué. Mais ça va être moins important que de lui demander si elle a adapté ses habitudes de conduite. Il y a des gens qui ne conduisent plus la nuit parce que c'est devenu un peu trop difficile. Ils évitent de conduire sur la neige. Voilà, ils adaptent leur comportement pour maintenir
leur capacité à conduire en toute sécurité. Et ça, c'est tout autant important que le résultat d'un test quand on évalue ces patients. L'avis de l'entourage va être extrêmement important. Des études, et une étude qui date maintenant, qui est de 2010, mais qui n'a pas été remise en question depuis, a montré que l'avis des proches négatifs sur la conduite du patient ou de la patiente était le meilleur prédicteur que la personne ne pouvait plus conduire. Moi, quand je demande à quelqu'un, vous prenez vos petits-enfants de la voiture? Oh non, je ne les prends plus. Mais pourquoi? Oh, parce qu'ils n'ont plus envie. Oh, parce que ma fille, mon fils me dit que c'est bon, ils s'en occupent. Voilà. Ça, c'est jamais non plus très, très bon signe. Et je peux comprendre, hein, si on n'a pas envie de mettre ses enfants dans la voiture de grand-papa ou grand-maman. Voilà. Ou alors, est-ce qu'il y a un peu plus de rétroviseur, de touchettes, voilà, ou est-ce que la personne ne rentre plus la voiture dans le garage parce qu'à force, elle rate trop le bord du garage. Et bien ça, c'est des infos qu'on n'a pas dans nos tests psychométriques, mais qu'on va avoir par anamnèse ou hétéroanamnèse. On va devoir quand même faire attention à deux choses. C'est la tendance à surprotéger, hein. Il y a des proches, alors des fois ils le font volontairement, mais des fois ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils se font râper dessus à la maison. Et moi j'ai des fois des conjoints qui me disent non, non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis quand je les prends ensuite à part, ils me disent non, ça va plus trop, mais j'ose pas dire, je veux pas que ce soit moi qui ai dit, parce que on imagine ce que ça donne ensuite dans les discussions à la maison. Donc ça peut être des fois de la surprotection et des fois ça peut être l'inverse. Alors c'est beaucoup plus rare. Ça m'est arrivé, je crois, une, deux fois quand je travaillais à Neuchâtel. C'est les personnes ou les proches qui veulent que la personne arrête de conduire, mais pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec la conduite en tant que telle. Parce que si grand-maman lâche sa voiture, ben, la petite fille pourra prendre la voiture pour aller faire ses études. C'est c'est déjà arrivé, c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc c'est aussi notre travail d'aller creuser dans cette hétéroanamnèse et de ne pas tout prendre pour argent comptant. Et vous voyez qu'ici, clairement, dans un cas comme ça, une personne de 70 ans qui vient pour un bilan conduite, on va avant tout mettre le poids sur l'expérience en conduite et l'adaptation et les modifications des habitudes de conduite, mais on ne va pas laisser tomber les tests, ils auront juste un peu moins de poids. Ici, c'est la même courbe, mais de quelqu'un qui a fait une attaque cérébrale. C'est-à-dire que la personne, elle a développé ses capacités cognitives, et puis, vers l'âge de 50 ans, elle a fait une attaque cérébrale, donc il y a eu une grosse chute des fonctions cognitives, et ensuite, c'est remonté petit à petit, et ça a rejoint à peu près, on va dire qu'il y a eu une bonne prise en charge, une bonne réadaptation, ça a repris à peu près la courbe normale qu'on a vue avant pour le cognitif. Pour son expérience en conduite, bah pareil, hein, c'est monté là, jusqu'à l'AVC, puis à l'AVC, vous voyez, il y a un plat, parce qu'il y a eu une contre-indication à la conduite, puis ensuite, la personne a pu reconduire et elle a récupéré son expérience, la courbe revient à peu près la même. Et du coup, pour la courbe bleue qui croise l'expérience et les compétences cognitives, comme l'autre courbe qu'on a vue avant, sauf qu'au moment de l'AVC, ça chute et là on arrive dans une zone où la personne n'est plus capable de conduire, probablement temporairement, à évaluer. Et puis ensuite, ça remonte en même temps que la récupération du cognitif. Dans ce cas-là, demandez à la personne un jour avant son AVC comment elle conduisait, est-ce qu'elle prenait les petits-enfants ou les enfants dans la voiture, est-ce qu'elle conduisait encore la nuit, ça n'a pas trop de sens. Son expérience en conduite, si elle a fait un AVC, c'est pas ça qui va déterminer si elle peut reconduire 3 mois après. Donc ici, c'est l'inverse. On va quand même demander à la personne comment elle conduisait avant, hein. Si avant c'était déjà catastrophique avant l'AVC, c'est un moins bon pronostic pour récupérer son permis. Mais surtout là, on va mettre beaucoup de poids sur les tests parce qu'on s'attend qu'à cet âge-là, les gens devraient avoir tel résultat dans des tests attentionnels ou de concentration, de raisonnement, etc. Et donc, on va attendre que la personne récupère au moins ces compétences-là après son attaque cérébrale. Et quand ce sera le cas, probablement qu'on pourra lever la contre-indication à la conduite. Donc, cette prise en compte de l'expérience en conduite, elle va dépendre de pourquoi on évalue. Est-ce que la personne conduit très bien, conduit qu'on commence à se poser la question de, ou est-ce que la personne conduit très bien et schlack, elle a une atteinte acquise, un trauma crânien, une attaque cérébrale. Donc, c'est vraiment important de distinguer ces deux choses-là parce que ça pourrait donner l'impression que n'importe qui vient au cabinet, on fait des tests, si les tests ne sont pas bons, conduit plus, si les tests sont bons, conduit. Si c'était juste ça, je pense qu'on serait déjà remplacé par un ordinateur avant même que l'IA arrive dans nos maisons. Et puis, comme je vous disais avant, on peut imaginer les capacités de réserve aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que quand on croise les deux et qu'on est à 100, c'est le minimum syndical des capacités de réserve. Et puis, ensuite, plus on augmente, plus on a des capacités de réserve en lien avec la conduite, hein, c'est précisé dans la loi, ayant des effets sur la conduite. Les capacités de réserve pour suivre un film ou pour aller faire une randonnée, c'est un peu d'intérêt pour la conduite, si ce n'est la concentration pour suivre le film.
J'espère vous avoir convaincu que ces aspects quantitatifs, rapidité et qualitatifs sont extrêmement importants. Je vais vous parler maintenant brièvement de l'examen neuropsychologique. On va revenir sur les différentes fonctions qui sous-tendent la conduite. Et puis, vous allez vous tester. Donc, tout le monde est au taquet pour se tester. Les gens n'osent pas partir parce qu'ils veulent tester leurs compétences. Alors, on a vu avant ces différentes fonctions. On va regarder les choses de manière beaucoup plus concrète. Il faut déjà distinguer deux choses extrêmement importantes. C'est ce qu'on appelle les prérequis, les tests type on-off. C'est-à-dire que c'est réussi, c'est raté. Percevoir la forme du panneau et savoir ce que veut dire ce panneau, soit c'est réussi, soit c'est raté. Il y a la personne qui dit ce panneau-là, il est rond et ça veut dire une obligation. Ben, ça va être dur à rater, sauf si le panneau est bleu, bien sûr. Parce que là, ce sera une obligation. Mais si la personne a de la peine à détecter la forme et à attribuer du sens, on ne va pas dire que cette personne elle est un peu mauvaise là-dedans. Non, elle réussit ou elle ne réussit pas. C'est vraiment du on-off, du réussi ou du raté. Je vous donne un exemple de ces aspects sémantiques. Imaginez que vous allez d'Avanches à Rome en suivant le panneau où tous les chemins mènent à Rome. Mais du coup, vous faites un petit voyage, un road trip en Europe. Donc, vous passez par l'Autriche, l'Allemagne, la France, puis vous redescendez sur l'Italie pour atteindre Rome. En Suisse, j'imagine que vous savez à quelle vitesse vous pouvez rouler dans les localités, hors des localités. C'est en général des panneaux qui sont à chaque passage de la douane. Il faut juste les voir et les intégrer quand on passe la douane. C'est pour ça qu'on passe à 20 km/h, certainement. La l'autoroute, bon, je pense qu'en Suisse, la couleur verte pour l'autoroute, ça marche assez bien. Ensuite, on va arriver en Autriche. Alors, en Autriche, l'autoroute, elle est bleue. Alors, il ne va pas falloir confondre avec nos panneaux bleus chez nous, parce que si on roule à 80 à l'heure quand on voit un panneau bleu, on risque de se faire klaxonner sur leur autoroute. Et sinon, on peut rouler à 100, donc on risque de se faire klaxonner aussi. Ensuite, on arrive en Allemagne. Alors, la chance, c'est que l'autoroute reste bleue, puis que c'est limité à 130, alors qu'on nous dit qu'en Allemagne, on ne sait pas limiter l'autoroute, mais en fait, c'est un peu une blague. En tout cas, si on va à Europa Park, c'est rarement pas limité sur l'autoroute. Hors des localités, on peut rouler à 100. Donc là aussi, si on se traîne avec un 80 à l'heure, probablement qu'on se fera un peu klaxonner. C'est comme quelqu'un qui roule à 60 en dehors des localités ici, vous le klaxonnez. Vous vous énervez en tout cas. Ensuite, on arrive en France. La bonne idée de garder le bleu, enfin, par rapport à l'Allemagne, le bleu et le 130 sur l'autoroute. Bon, ils reviennent comme en Suisse en dehors des localités, donc il faudra faire attention parce que si on garde la version allemande, là par contre on risque l'amende. On arrive en Italie, et en Italie l'autoroute redevient verte, donc on sera un peu comme en Suisse, sauf que c'est 130 et pas 120. Bon, ça ne fait pas une énorme différence. 90 à l'heure au lieu de 80 en dehors des localités, de nouveau la différence n'est pas énorme. Mais si on ne sait pas, ou si on n'a pas fait attention aux panneaux à la douane, ou si on ne s'est pas renseigné avant, eh ben, on aura peut-être de la peine à se conformer à la législation du pays où on est en train de voyager. Alors bien sûr, les tests qu'on fait, on reste sur avoir son permis et conduire en Suisse, mais c'est pour vous illustrer que quand on commence à changer, pas grand-chose, on n'est pas parti à l'autre bout du monde avec des panneaux qui ont des kangourous dessus ou des choses comme ça en jaune. Vous avez vu que quand même, le panneau autoroute, les couleurs, sauf que déjà entre la France et la Suisse, le vert, le bleu pour l'autoroute, si on ne sait pas ou si on n'a pas cette habitude, voilà, spontanément, on pourrait se faire un peu avoir. Sur un plan beaucoup plus terre à terre, sur le plan perceptif, la forme de ces trois panneaux. Le premier, il est de quelle forme? Bravo. Vous voyez que la personne qui dit ça, je ne sais plus, c'est peut-être un carré, c'est peut-être un rond. On ne pousse pas plus loin l'examen, mais ça peut arriver. C'est pour ça que je vous parle de test on-off. On ne va pas dire que cette personne, elle est très, très, très douée pour détecter les triangles, elle a des capacités de réserve pour détecter les triangles. Là, ce sera réussi ou raté. Celui-là, il est très fort. Et celui-là, voilà. Vous avez passé déjà la première étape du perceptif, la forme des panneaux. Je ne vais pas vous demander la couleur, je crois que ça devrait aller. Maintenant, tout ce qui est aspect associatif, vous pouvez entendre aussi sémantique, c'est la signification. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là? Le premier, ici. L'interdiction, c'est un panneau. Obligation de dépasser.
Celui-là, il veut dire attention à l'interdiction de dépasser. Et celui-là, il veut dire quoi? Non, effectivement, bien vu. Ces trois panneaux, c'est des chimères. En fait, ça fait partie du test qu'on a développé pour évaluer la reconnaissance des panneaux. Parce qu'effectivement, ce panneau-là, il n'existe pas, vous ne le trouvez jamais sur la route, puisqu'il voudrait dire attention à l'interdiction de dépasser, ce qui n'a pas trop de sens. Celui-là, il voudrait dire priorité par rapport aux véhicules qui arrivent en sens inverse sur la droite. C'est le bon panneau, il a juste été retourné. Enfin, c'est en Angleterre, exactement. Et puis celui-là, il voudrait dire interdit au gibier. Voilà. Et en fait, c'est simplement basé sur des vrais panneaux qui existent. Hein. Attention gibier, priorité aux véhicules. Et on demande simplement aux personnes, on leur montre les deux panneaux, le vrai et le faux, on leur demande lequel des deux existe. De nouveau, on n'est pas dans ce qu'on appellerait de la rocket science. Hein. Si les personnes hésitent, ils se disent est-ce que c'est attention au gibier ou interdit au gibier, je ne sais pas. Ah, ça part pas super bien pour les tests futurs qu'on va. Vous allez pouvoir vous exercer sur ce test-là après. Vous allez vous exercer d'abord sur un autre test, on en a développé trois, enfin deux surtout, deux pour évaluer vraiment ses connaissances des panneaux. Le troisième, c'est simplement la dénomination. C'est que veut dire ce panneau-là, c'est quand les deux premiers sont ratés, qu'on commence à s'inquiéter beaucoup, mais qu'on veut voir si la personne a encore deux, trois connaissances sur les panneaux. Ici, c'est une tâche d'association. Imaginez que vous voyez ce panneau-là, le bleu ici en haut, vous voyez ce panneau-là sur la route. À votre avis, lequel des deux lui est le plus logiquement associé? Souvent les personnes sur le premier item, ils hésitent un peu parce que la tâche peut être un peu abstraite. Là, vraiment, vous êtes au taquet. Oui, parce que si on a une piste cyclable, il y a plus de chances qu'il y ait une interdiction au véhicule à moteur. S'il y a une piste cyclable, il y a moins de chances qu'il y ait interdiction au vélo. Ça pourrait arriver, hein, des fois, ce pas les mêmes personnes qui posent des panneaux. Ils n'ont pas bien vu où ils devaient le poser. Et puis ici, si vous voyez ce panneau-là sur la route, est-ce que ce sera plutôt celui-ci ou celui-là? Vous n'êtes pas fait avoir, hein, parce qu'on se dit, ah, ben, c'était le premier, le deuxième, ce sera B, forcément. Eh ben non. Eh ben non. Effectivement, ici, on voit qu'on est, comme il est orienté, on est sur le gros trait, donc on est sur la route principale. Il n'y aura pas de CD de passage, ou ce serait bête de mettre un CD de passage sur la route principale. On a un test comme ça, avec environ une vingtaine de questions. De nouveau, on n'attend pas le 100%. Hein, le score actuel, on parlait avant de seuil. Ici, le seuil réussi-raté, il est, si je ne me trompe pas, de ne pas dire de bêtises, sur 20, il est, je crois, à 17. Donc, on a le droit de faire 3 fautes sur les 20 questions, hein, c'est pas, voilà, pas 100% attendu. Quand on commence à faire un peu trop de fautes, ben, c'est peut-être qu'on a un peu de peine à comprendre le lien, le sémantique entre les panneaux. Deuxième tâche, ben, c'est celle que vous n'êtes pas fait avoir avant. C'est lequel de ces panneaux existe, et il n'y a pas de piège. Hein. Un des panneaux est tiré de l'OSR, donc l'ordonnance sur la signalisation routière, l'autre a été inventé, soit on lui a fait une symétrie, soit on lui a rajouté une petite chimère. Enfin, quand on dit chimère, c'est un faux panneau ou une fausse image. Ici, oui, j'ai présenté cette tâche à la commission senior de Cherchable en début d'année. J'ai des gens qui m'ont soutenu que celui-là, il pourrait exister. Je ne sais pas dans quelle localité on met une générale à 100 en Suisse, mais. Et ici à droite, lequel des deux existe? Alors oui, là c'est le B1, c'est celui que je vous ai montré avant qu'il n'existe pas. Il serait attention à l'interdiction. Effectivement, là c'est attention bouchon, embouteillage. Donc voilà, là aussi c'est une vingtaine de questions, et là je crois aussi que le score seuil il est autour des 17. Donc on a le droit de faire quand même des erreurs, même sur ces tâches-là, sur ces choses aussi faciles. Mais si les gens sont un peu, on va dire, limites, s'ils n'échouent pas complètement et qu'on se pose la question, on peut terminer en demandant comment s'appelle ce panneau-là. Sachant qu'une personne qui ne sera pas donné le nom, on ne va pas encore se dire qu'elle peut plus conduire, qu'elle sait plus ce que veut dire le panneau. On va lui proposer un choix multiple pour être sûr. C'est l'intersection avec une route sans priorité. Exactement. Et là, par contre, la personne qui dit c'est voie sans issue, c'est route principale, on commence sérieusement à s'inquiéter. Et ici, c'est attention aux enfants. Non, c'est l'interdiction de dépasser.
La vraie de vraie. Donc ça, c'est vraiment celui qu'on sort en dernier recours quand on se dit il y a peut-être encore une chance de rattraper quelque chose, mais en général, c'est les deux premiers tests qui vont décider si oui ou non il y a la connaissance des panneaux. Donc on a... Oh, Je n'ai pas compris. Slide avant, il y avait 100 km/h, mais alors, je pense là. Ici, c'est marqué limite générale. Et limite générale, c'est ce qu'on voit à l'entrée des localités. Par contre, s'il n'y a pas limite générale, alors oui, il pourrait y avoir un 100 sur l'autoroute. Mais là, c'est à chaque fois de limite générale, est-ce qu'il est à 50 ou à 100? Alors on a volontairement mis 100 et pas 60 pour ne pas créer, parce qu'il pourrait y avoir du 60 ou du 40. C'est dit que 100, c'était, pour des localités, c'était beaucoup. Ouais. Ça... Dans la ville? Ah, ben justement, limite générale, c'est vraiment prévu pour les localités. Pendant qu'on a vu ces tests on-off, on va avoir des exemples de tests ou de fonctions qui ne sont pas on-off, qui, elles, peuvent avoir ces capacités de réserve, parce qu'on peut être très très bon en intentionnel, moyennement, norme inférieure, et c'est ça qui va donner ces capacités de réserve. Les fonctions exécutives, on utilise la mémoire de travail, c'est par exemple se rappeler temporairement de la limitation de vitesse. On voit le panneau vitesse, mais 1 kilomètre plus loin, ben, il faut se rappeler quelle est cette vitesse. Par contre, dans 3 mois, on ne se rappellera plus en détail quelle était la vitesse. Donc c'est de la mémoire à court terme, de la mémoire de travail. Il y aurait plein d'autres exemples, mais celui-là est pas mal, hein, se rappeler la limitation de vitesse, notamment si vous allez au Europa Park et que vous ne savez pas s'il y a une vraie limitation, si c'est open bar sur l'autoroute. On a le GPS. Mais des fois, le GPS est très, très, très chiant. Parce qu'il pipe à chaque fois qu'on dépasse de 1 km/h. Donc, on aimerait bien des fois couper l'alarme GPS. Le contrôle inhibiteur, donc la capacité à ne pas produire un comportement inadéquat ou inattendu dans la situation, bah, c'est de ne pas faire un freinage d'urgence si ce n'est pas nécessaire. Hein, ça fait pas. Si vous avez un sac, ces sacs en plastique qui volent sur la route comme ça, qui traversent la route, vous n'allez pas planter les freins pour vous arrêter avant le sac. Vous allez peut-être réussir à analyser que c'est un sac en papier, c'est pas grave si vous roulez dessus. Si c'est un enfant, oui, il faut freiner. Donc, prise de décision. La flexibilité mentale, bah, c'est l'alternance entre des tâches différentes. Bah, par exemple, on regarde la route, on regarde le rétro, on revient sur la route, on regarde le rétro à droite, on fait un SMS avec son téléphone. Non. Regardez le compteur. Et regarder le compteur. S'il n'y a pas de GPS qui nous dit bip bip, parce qu'on va trop vite. Le contrôle attentionnel, alors il y a deux dimensions, il y a la sélectivité et l'intensité. Pour la sélectivité, ben, soit on est attentif à une chose à la fois, donc détecter à temps le passage au rouge d'un feu de signalisation. Le passage à l'orange nous aide un peu, hein, c'est pas pour rien qu'il existe le passage à l'orange, c'est pour pas que ça fasse tac d'un coup. Mais cette détection-là, ben, cette attention sélective, attention divisée, ben, faire attention à plusieurs choses en même temps, on conduit, on imagine bien qu'on fait tout le temps quasiment attention à plusieurs choses. Par exemple, le trafic, mais aussi les panneaux. De nouveau, hein, sur la modalité visuelle qui est la modalité de choix. Et la partie l'intensité de l'attention, ben, c'est de rester concentré. Alors, la vigilance, c'est rester concentré alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Par exemple, une autoroute la nuit. L'attention soutenue, ben, c'est aussi rester concentré, mais il se passe beaucoup de choses. Et c'est par exemple conduire en ville de Genève en arrivant le matin, par exemple, ou à midi, ou l'après-midi, ou le soir, ou peut-être en bout de la nuit. Enfin, conduire à Genève, par exemple. Après, ça pourrait être aussi, vous voulez vous déplacer dans Avanches pendant une grande manifestation où plein de rues sont bloquées, versus vous déplacer dans Avanches à 4 heures du matin en pleine semaine, où il n'y a pas une manifestation, bien sûr. Donc voilà, vous voyez que, et là j'ai mis juste quelques exemples, mais il y a toutes les fonctions cognitives de haut niveau, exécutives, attentionnelles, qui sont impliquées. Je parlais justement de ces tests on-off, puisque tous ces tests-là vont plutôt être variateurs de vitesse. Alors, je vais mis un petit compteur plus d'essence, mais là on peut être très bon en mémoire de travail, juste ce qui est attendu dans la moyenne, ou alors déficitaire, et donc il y a une gradation des performances, et ça va pouvoir refléter aussi une forme de capacité de réserve. Alors, comment est-ce qu'on évalue ces fonctions exécutives et attentionnelles? Je vais vous faire passer un des tests qu'on a. Vous allez passer pour vous-même. Donc, vous saurez vous-même si vous seriez fait avoir ou pas. Je ne vais pas prendre une personne devant qui va appuyer pendant 15 minutes sur un bouton. Ce n'est pas le but. Je vous ai trouvé un ordinateur de mon époque. Puisque, de toute façon, on dit à chaque fois qu'on forme un test informatisé, les patients, enfin, certains patients disent, mais moi, l'informatique, je n'y connais rien. Alors, dis juste que ce n'est pas un test d'informatique, c'est un test sur informatique.
C'est clair que l'ordinateur est meilleur que nous pour présenter des stimulus avec un temps bien réglé. Et surtout, il est bien meilleur que nous pour prendre en compte les temps de réaction. Parce que si moi, je suis avec mes chronos pour voir quand la personne elle appuie, je ne suis pas sûr de ne pas biaiser un peu la mesure. L'ordinateur est quand même un peu meilleur pour ça. Alors, je vous présente la tâche. Hein, elle est toute bête. Vous allez voir sur l'écran une lettre de l'alphabet. Et à chaque fois que vous voyez une lettre, vous appuyez. Donc, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez taper sur votre genou, sur votre cuisse. Voilà, vous pouvez simplement serrer les doigts comme ça. Vous faites comme vous voulez. Mais le but, c'est d'appuyer le plus vite possible à chaque lettre qui apparaît. Sauf quand c'est la lettre X. Quand c'est la lettre X, il ne faut pas appuyer. Donc, ça veut dire que ça peut être très très facile. Hein. Il vous suffit d'attendre 3 secondes pour chaque lettre. Si c'est le X, on n'appuie pas, sauf que 3 secondes, c'est trop long. Ça va vous faire une mission. Et puis, si vous appuyez pour tout en vous disant tant pis pour le X, ça va vous faire ce qu'on appelle des erreurs, des fausses alarmes, et ce ne sera pas non plus génial. J'ai mis un intervalle de 1 seconde entre chaque lettre, donc vous allez vraiment avoir le temps. Des fois, ça va beaucoup plus vite. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Voilà. Là, vous dites, mais en fait, c'est super simple. Je vais peut-être aller maintenant passer mon bilan, comme ça je l'aurai avec moi le jour où. Ça, c'est une tâche qui dure 14 minutes. Parce que, comment vous voulez mesurer l'attention soutenue, rester concentré sur une durée où il se passe pas mal de choses, si vous le faites sur une seule slide pendant 30 secondes, ça ne va pas le faire. Donc, effectivement, la personne fait ça pendant 14 minutes. Euh, des fois, c'est présenté à un rythme lent. Là, c'est plutôt pour la vigilance. Et puis, tout d'un coup, l'ordinateur accélère, présente plus vite. Ça, c'est pour tester l'attention soutenue. La quantité de cibles manquées va tester l'attention sélective. La quantité de X qui ont été appuyées va tester l'impulsivité. Donc, vous voyez qu'avec cette tâche, on va tester un grand panel de ressources attentionnelles. C'est pour ça que maintenant, moi, j'utilise très souvent cette tâche-là et beaucoup moins les autres tâches attentionnelles que j'avais avant, pas seulement pour la conduite, mais pour d'autres problématiques aussi. C'est un test qui, au départ, avait été développé pour les TDAH, mais qui marche très bien chez tout le monde. Vous mesurez en fait l'évolution du temps de réaction et c'est rare parce que j'imagine que c'est augmente après 14 minutes. Oui, alors bon, en fait, c'est ça l'avantage de ce test, qui est un des tests qui coûte les plus cher, mais il nous fait un profil à chaque fois, et le test analyse effectivement les erreurs au premier bloc, enfin, première partie, deuxième partie, troisième partie du test, l'évolution des temps de réaction, comment la personne s'adapte à une augmentation et une baisse de rythme. Enfin, ouais, le programme fait un joli profil attentionnel. Ça nous donne vraiment toutes les dimensions attentionnelles. Est-ce qu'il y a des signes léger, modéré ou important d'impulsivité? Est-ce que le profil pourrait être compatible avec un TDAH? Ça sort pas mal de choses. Là, comme je vous disais avant, on a ici des tests où on ne se pose pas la question des capacités de réserve. On ne va jamais dire, oh, la personne au niveau des panneaux, c'est bon, elle a des bonnes capacités de réserve. Elle connaît les panneaux, elle ne les connaît pas. Par contre, pour tout le reste, on peut injecter ce concept de capacité de réserve en disant, oh, la personne, quand même, là, ses temps de réaction, elle est au centile de 90, ça veut dire qu'elle est meilleure que 90% des gens de son âge, donc elle en a encore sous le pied. Mauvais jeu de mots avec la conduite, mais elle en a encore sous le pied par rapport à la personne qui serait au centile 1, donc meilleure que 20% de sa population, où elle serait un peu plus basse. Donc c'est vraiment ça qui va nous déterminer un peu ses capacités de réserve. Voilà, je m'arrive à la synthèse et conclusion. J'ai quand même gardé, je vois que le timing n'est pas encore trop dépassé. J'ai gardé quelques slides s'il y avait des personnes qui étaient intéressées à parler un tout petit peu de voiture autonome, parce que c'est souvent une question qui revient dans les présentations. Et par rapport à ce que je vous ai dit, donc, je rappelle, je n'ai pas beaucoup insisté, je l'ai dit quand même quelques fois, mais que c'est une approche pluridisciplinaire. Il y a des questions auxquelles moi je ne peux pas répondre par rapport à la conduite, et vice-versa pour d'autres disciplines. On a des règles légales, bon, ben, on est obligé de les suivre, elles ne sont pas extrêmement claires, mais c'est à nous de les préciser, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut évaluer si on a une situation d'atteinte ou de dysfonctionnement cérébral, pas juste comme ça, entre guillemets pour le plaisir. Ce ne sera jamais le plaisir du patient, de toute façon. Ces aspects quantitatifs et qualitatifs, j'espère qu'avec les exemples, je vous ai convaincu que c'était quelque chose d'assez important. Et puis, ces capacités de réserve et ces mécanismes de compensation. Donc, combien on a encore de réserve sur les différentes fonctions, et puis comment est-ce qu'on peut compenser, soit par l'expérience avec le temps, soit par de très bonnes capacités de réaction si on n'a pas encore beaucoup d'expérience de la conduite. Pour la prochaine slide, je fais un micro-sondage. Qui aimerait voir encore une ou deux slides sur les voitures autonomes?
Ça m'a l'air d'être majoritaire à l'EJV. Je vous dis ça parce que très souvent, j'ai eu la question, oui, bon, cerveau et conduite automobile, ok, mais avec les voitures autonomes, plus besoin de cerveau. Et effectivement, avec les voitures autonomes au dernier stade, plus besoin de cerveau, puisque plus besoin de conducteur. C'est que la voiture peut conduire même sans personne à l'intérieur. Donc effectivement, il n'y a plus besoin qu'il y ait un conducteur avec un cerveau qui peut conduire, qui a un permis, qui a son aptitude. Mais ce que j'essaie aussi souvent de dire aux gens qui posent cette question-là, c'est que pour moi, en tant que neuropsychologue, donc sur le côté neuro et surtout cerveau et psychologie, le niveau 5, on n'y est pas encore pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la technique. Parce que la technique, de toute façon, elle sera toujours bien au-dessus de l'humain. Donc, elle avancera toujours plus vite, même si c'est le cerveau humain qui crée la technique. Hein, c'est ça qui est assez amusant. Mais le facteur humain, comme le disait très bien mon père à l'époque au service des autos, c'est le facteur le plus compliqué à gérer. C'est pour ça que je suis parti en Europe, parce qu'il fallait un peu de challenge pour la vie. Donc, le niveau 0 de voiture que je n'ai pas connu, donc aucune fonction automatique, c'était vraiment la direction non assistée, donc la direction. Ensuite, on a en premier niveau une assistance assez basique. Il y a une seule tâche qui est faite à la fois, mais c'est déjà pas mal. Hein, le freinage automatique, la direction assistée, etc. Niveau 2, on commence à avoir au moins deux fonctions qui peuvent être gérées en même temps. L'aide au freinage et en plus la direction assistée. C'est un peu le standard quand même d'à peu près toutes les voitures, on espère. Mais là, on reste sur l'humain conducteur qui surveille l'environnement de conduite. On n'a pas encore plein de capteurs qui surveillent le reste, alors que sur les niveaux suivants, c'est le système qui surveille l'environnement de conduite, même si on demande à l'humain de continuer un petit peu à regarder, hein, si possible, quand même. Mais le système va freiner pour vous, voilà, etc. Niveau 3, conduite hautement automatisée. Là, on a quelques voitures qui existent, qui sont homologuées pour ça. C'est un niveau qui est déjà atteint. Mais le conducteur, et vous voyez qu'on l'appelle conducteur, on l'appelle pas l'être humain, hein, il est toujours conducteur, il doit toujours prendre le contrôle si c'est nécessaire. Là, sur la voiture d'entreprise, c'est une voiture électrique. Il y a une aide à l'assistance, c'est assez impressionnant parce que quand il y a les lignes sur la route, on peut lui mettre l'aide et puis on peut lâcher le volant. Et il conduit, alors il faut lui faire confiance à la voiture, mais au bout de quelques secondes, elle vibre pour dire remettez les mains sur le volant pour montrer que vous êtes toujours là. Donc on serait un peu sur ce champ-là, c'est hautement automatisé, mais il faut pouvoir reprendre le contrôle si nécessaire. Niveau 4, il y a aussi quelques voitures, et notamment peut-être dans certaines grandes villes. Cette fois-ci, elles sont complètement automatisées, mais uniquement sur certains tronçons, dans certains environnements. Donc, si ensuite vous allez conduire en dehors de ces environnements, ben, la voiture va être conduite avec un conducteur. Donc ici, on a un conducteur qui est encore présent. Et le niveau 5, l'humain, il est passager. On ne parle plus de conducteur. C'est la voiture qui se conduit elle-même. C'est la voiture qui est son autoconductrice. Et là, il n'y a même plus besoin de la présence du conducteur. La voiture peut venir à ville chercher la personne, l'emmener ailleurs, et on est plus un peu comme si vous êtes dans le M2 à Lausanne, hein, vous n'avez pas de conducteur. Bon, l'environnement est assez tracé avec les rails. Et du coup, ce niveau-là, on ne l'a pas encore atteint. Et un des problèmes pour l'atteindre, je voulais vous montrer que ce petit schéma avant, c'est exactement le même que vous trouvez sur le site de Neufroute, qui est un petit peu un petit peu plus détaillé. Vous voyez que même au niveau 4, on a encore un petit bout d'humain ici. Il y a vraiment qu'au niveau 5, on n'a plus du tout d'humain, puisque là, on est sur un bus, un train, une voiture, n'importe quoi qui est complètement automatisé. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça va être compliqué d'arriver à ce niveau 5? Parce qu'à partir du moment où c'est plus le conducteur qui prend les décisions, c'est qui les prend? C'est la voiture. Du coup, vous voulez qu'elle prenne quelle décision, la voiture, si vous êtes dedans? Ouais, mais c'est quoi la bonne décision? Alors, je vais vous proposer de prendre des décisions. Vous allez voir si vous voulez les prendre vous ou si c'est la voiture qui les prendra pour vous et comment elle devrait les prendre. Déjà, une décision qui n'a rien à voir avec la voiture, qui a à voir avec le tramway. Vous avez un tramway qui avance sur un rail et qui va écraser 5 personnes. Pas cool, mais c'est comme ça, c'est le destin. Vous n'avez rien fait, c'est pas vous qui conduisez le tramway, c'est pas vous qui allez placer les personnes là-dessus. Mais vous êtes là à côté et vous avez un levier. Si vous faites rien, si vous faites rien, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que 5 personnes sont mortes. Ou alors, vous actionnez le levier, ça va dévier le tramway et il va écraser une seule personne et vous allez en sauver 5. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, la première, vous ne pouvez pas la sauver parce que la première, de toute façon, elle est sauvée d'elle-même par la situation. La question est, est-ce que vous faites rien? Est-ce que vous laissez le cours des choses faire? C'est-à-dire que vous avez 5 morts, mais c'est le destin. Ou alors, est-ce que vous actionnez ce levier? Donc, faites une action, ce sera votre faute s'il va arriver. Et votre faute, ce sera un mort, mais vous aurez sauvé 5 personnes. Oui, parce que si on peut choisir de sauver l'un ou l'autre, c'est plus un dilemme. Devant le tram pour éviter la sonante. Ouais, ou alors il va passer par-dessus puis aller tuer l'autre personne, puis alors ça sera vraiment la plus mauvaise décision. Bon. Je pense que ce serait difficile d'avoir un 100% dans la salle. C'est un peu normal parce que ben là, c'est une décision, quelle que soit celle que vous prenez, vous n'avez jamais personne qui va vous le reprocher. Si vous ne faites rien, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir rien fait. On pourra vous dire, ah, vous auriez quand même pu faire ça pour tuer cette personne-là. Donc, si vous faites un choix dit utilitariste, c'est ça? Je m'en rappelle à Sandra qui est une spécialiste des dilemmes moraux, moi de la conduite. Ben là, on ne pourra pas vous reprocher. Alors oui, peut-être la famille de cette personne va dire c'est pas super cool d'avoir tiré le levier, mais en même temps, vous avez la famille de ces 5 personnes ou les 5 familles de ces personnes qui vont dire ouais, quand même, nous, on vous soutient là-dedans. Donc, vous aurez une majorité de gens qui vont soutenir votre décision puisque vous avez sauvé plus de personnes, mais en faisant une action qui a eu pour conséquence d'en tuer une autre. Si vous êtes sur la route en train de conduire, on ne va jamais rien vous reprocher. Vous avez pris une décision. Alors oui, si vous avez décidé de foncer dans une zone résidentielle pour écraser une foule, oui, on va vous le reprocher. Mais si vous avez dû prendre une décision comme ça au volant, vous l'avez pris en votre âme et conscience, et normalement, on ne vous le reproche pas. Oui. Est-ce que la responsabilité de la mort des 5 personnes est la même responsabilité de la mort de la personne? Cette personne-là? Non, oui, ma responsabilité. Est-ce qu'elle est responsable de la mort des 5 personnes si on ne fait rien, de la même manière qu'on est responsable de la mort d'une personne si on fait c'est la même chose. Rien du tout, une fois on fait une action. Oui, alors justement, c'est-à-dire que si on ne fait rien du tout, on ne pourra pas nous reprocher, on ne pourra pas nous dire que c'est non-assistance à personne en danger, alors qu'il y avait un autre danger de l'autre côté. L'action, si on fait rien, on ne pourra jamais rien nous reprocher de rien avoir fait, sauf si ici, il n'y avait personne dessus, et qu'on n'avait juste pas tiré le levier parce qu'on n'avait pas envie de dévier. Mais on ne pourra pas nous reprocher. Mais ça, là, tu es responsable des 4 personnes. On peut y revenir après pour le. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand c'est l'humain qui prend la décision, il peut y avoir des mauvaises décisions. Mais en général, comme la décision elle est prise sur le moment, ben, elle est prise en fonction de la culture, en fonction de ce qu'on connaît, des règles, etc. Maintenant, on imagine une voiture autonome niveau 5 qui doit prendre les décisions sur le moment, sauf que ces décisions, elles sont implémentées à l'usine par les informaticiens dans le système de la voiture. Donc, il faut savoir avant, dans chaque situation complexe, comment la voiture réagira. Et il faut la programmer en tant que telle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment vous voulez programmer votre voiture à vous, dans laquelle vous montez, et comment vous voulez programmer la voiture qui roule sur la route quand vous êtes piéton. Parce que c'est censé être la même voiture, si c'est une voiture niveau 5. Un exemple tiré d'une étude à très large échelle qui a été faite quasiment dans le monde entier. Ils ont 1 million de gens qui ont répondu à des questionnaires. C'était publié dans Science il y a déjà quelques années. Ils ont mis des gens sur des situations routières. Ils ont demandé, mais que doit faire la voiture? En l'occurrence, ici, vous avez une voiture autonome. Donc là, c'est plus vraiment un conducteur. Enfin, si, c'est le conducteur, il ne conduit plus. C'est une voiture autonome. Où on va dire que les freins, ils lâchent. Vous allez me dire, ah, avec les voitures, maintenant, il n'y a plus des freins qui lâchent. Faites pas confiance pour l'exercice. Les freins lâchent. Est-ce que cette voiture, elle va écraser ces 4 personnes qui traversent, du coup sauver le conducteur, enfin sauver le passager plutôt de la voiture? Alors, est-ce qu'elle va décider d'aller s'encastrer ici pour épargner ces 4 personnes, mais par contre, elle va tuer le passager de la voiture? Ben, vous voyez qu'on retrouve le dilemme du tramway d'une manière un peu différente, hein, parce que là, c'est plus vous qui décidez, c'est la voiture dans laquelle vous êtes monté, vous avez peut-être acheté. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que cette voiture elle fasse? Vous préférez quelle version? Mais la machine, elle ne va pas décider sur le moment, il faudra lui dire avant. Du coup, on lui dit quoi à la machine dans cette situation? La machine ne veut pas savoir que les freins. Non, mais quand les freins ne fonctionnent plus, elle doit agir d'une certaine manière. Ce que je veux vous dire par là, et c'est ce qui a été montré par cette étude, c'est que, et c'est pour ça que le niveau 5, il est pas pour demain, à mon avis, c'est que quand les gens ils répondent, mais on leur dit, vous êtes dans la voiture, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ben, ils veulent que la voiture, elle écrase les 4 personnes ici. Si on dit aux personnes, vous êtes piéton, vous êtes en train de traverser, qu'est-ce que la voiture doit faire? Ah ben, il faut que la voiture, elle
Donc en fait, selon qu'on est dans la voiture ou qu'on est sur la route, les gens ne veulent pas le même comportement de la voiture. Elles ne veulent pas la même prise de décision. Et pourtant, cette prise de décision, elle doit être connue et implémentée dans le système avant. C'est-à-dire qu'il faudra dire à la voiture, le jour où les freins lâchent, il faut analyser l'environnement. Si c'est tuer 4 personnes pour en sauver une, non, il faudra plutôt tuer une personne pour en sauver 4 si on la programme sur un mode utilitariste. Si on la programme sur un mode assez individualiste ou égoïste, qui protège toujours le conducteur ou l'humain qui est dedans, et ben dans ce cas-là, on saura que si ça arrive, la voiture, elle écrase les 4 personnes-là. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que quand vous demandez aux gens, si vous mettez des gens dans des situations particulières, par exemple, si j'ai personne la traverse au rouge, vous avez une partie des gens plutôt sur le Moyen-Orient ou en Asie qui vont dire, bah, si elles traversent au rouge, elles vont enfreindre la loi, donc la voiture devrait les écraser. Et encore pire, si vous dites que là, les gens qui traversent, c'est des clochards ou des voleurs qui s'échappent d'une banque, alors c'est pas grave de les écraser. Si par exemple, les gens qui traversent, c'est une femme enceinte avec son enfant en plus à la main dans une poussette, eh ben, il ne faut pas l'écraser. Et vous avez dans certains pays, je vous rassure, c'est pas le cas en Europe, mais dans certains pays, plus les personnes qui traversent sont âgées, moins c'est grave de les écraser pour sauver le conducteur. Si vous trouvez le bon moyen d'implémenter ça dans le système, les voitures de niveau 5, elles existeront, mais ça va être, à mon avis, encore un peu compliqué. Voilà, j'essaie de vous argumenter pourquoi je pense qu'on n'y est pas encore, mais pour des raisons qui ont à voir avec la technique, mais n'ont pas finalement grand-chose à voir avec la technique. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle et qu'on fera encore pendant pas mal d'années? Ben, on essaye d'équilibrer, et j'espère vous avoir aussi convaincu de ça. C'est-à-dire que oui, il y a la sécurité routière, il y a des règles pour les patients eux-mêmes, mais aussi pour les autres conducteurs dont on fait partie. Mais on essaye toujours d'équilibrer ça avec une qualité de vie, qu'elle soit socio-professionnelle, parce qu'on voit des gens qui sont encore en activité, ou psychosociale et ou psychosociale, parce que c'est pas parce qu'on n'est plus en activité professionnelle qu'on n'a plus besoin de conduire pour d'autres choses. Donc on essaye d'équilibrer les choses au mieux possible à chaque fois qu'on voit quelqu'un pour la conduite. Wish you